l'identité étrangère, l'identité étrangère en France doit se plier à la volonté française. Donc je voulais vous poser une question sur les Gilets jaunes. Ce mouvement a marqué durablement la vie politique, me semble-t-il. Tous les commentateurs le disent. Ces révoltes de la France périphérique, revendiquant moins de taxes et de contraintes. La récupération par l'extrême gauche, c'est extraordinaire d'ailleurs du reste, a transformé ce mouvement en revendication délirante pour plus d'impôts et plus de contraintes. Ils ont accepté finalement en disant qu'il faut faire payer les riches, alors que en fait le problème n'est pas là. Comment expliquez-vous cette volte-face, ce changement de paradigme finalement qui a été... alors évidemment, ce sont peut-être des gilets jaunes résiduels, les autres, les premiers, sont rentrés bien sagement chez eux. Mais que pensez-vous globalement du mouvement des gilets jaunes ? Alors le mouvement des gilets jaunes est un mouvement extrêmement intéressant parce que, en fait, sur ces 40 dernières années, le citoyen français a été dépossédé de ses droits en France, dans son propre pays. Et en réalité, dans ces 40 dernières années, vous ne pouviez obtenir un droit, des droits, que si vous apparteniez à une minorité. Et alors, le Pérou, c'est d'appartenir à une minorité victimisée. Alors là, c'est la Rolls-Royce. Là, c'est quelque chose qui vous permet d'obtenir toutes les prébendes possibles et imaginables, toutes les allocations possibles et imaginables de la République française. Le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement, je dirais, de réaction par rapport à cette dépossession du citoyen français d'être lui-même chez lui et d'être en pleine possession de son pays et de ses moyens. Et le gilet jaune, d'ailleurs, est un symbole, parce que le gilet jaune, c'est quoi ? C'est ce qu'on met pour être visible. C'est le peuple central français qui se réveille et qui entend appeler à une visibilité de ses élites en disant, en gros, le message subliminal, c'est « Coucou, on est encore là, on n'a pas disparu ». Ils avaient disparu des écrans radars et on découvre en fait que la France profonde, le peuple central français, sort spontanément pour dire nous, on n'est pas issus d'une minorité, on n'a pas de particularisme particulier à faire valoir, on est juste des citoyens et nous entendons reprendre notre destinée en main, nous entendons faire en sorte que notre simple qualité de citoyen nous procure des droits et des privilèges dans notre propre pays. Ça, c'était le mouvement des Gilets jaunes des débuts. Alors, évidemment, on va vous dire, oui, mais la question identitaire, par exemple, était absente des demandes des Gilets jaunes. Ça n'est pas vrai. D'abord, elle n'était pas absente. Elle était absente aux oreilles des journalistes. Parce que vous savez très bien que les Gilets jaunes et le peuple central français ont intériorisé le tabou qui consiste à interdire de parler de l'immigration. Donc évidemment, quand les journalistes tendent le micro en disant « Monsieur, la question migratoire est importante, est-ce que la question de l'immigration est importante pour vous ?» De peur d'être taxé d'intolérant, de raciste et de tous ces mots d'oiseau qu'on envoie à la figure de quiconque pose la moindre question sur l'immigration, on dira non, c'est pas du tout une problématique. Mais quand vous y allez en tant que pas journaliste, en tant que simple citoyen, et que vous discutez un peu avec les gens dans les ronds-points, en disant « mais la question migratoire, ça vous... » les gens, les langues se délient. Ils vous disent « oui, c'est un problème ». Il y a donc cette question identitaire qui est bien sûr au cœur des revendications, même si elle n'est pas médiatiquement portée, elle est au cœur des revendications des Gilets jaunes. D'ailleurs, une preuve simple, c'est que le macronisme nous a expliqué pendant des mois, au début de la crise des Gilets jaunes, que la question de l'immigration n'était pas du tout une problématique des Gilets jaunes. Puis ensuite, quand ils ont balancé les questionnaires qui découlent de toutes les questions du grand débat national, on voit que la question de l'immigration apparaît en 8e position. Donc elle n'est déjà pas absente, elle est présente. Et je me rappelle du grand débat national où évidemment vous avez des invités triés sur le volet qui intervenaient auprès de la Castafiore Macron qui venait roucouler auprès d'invités qui étaient sélectionnés. On a eu une mère intrépide, je crois que c'est une élue, qui a commencé à parler... Qui a commencé à parler d'immigration, elle s'est fait jeter comme une malpropre, huée, conspuée, etc. et pratiquement jetée en dehors de la salle. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des simagrées sur la question identitaire. Ensuite viennent la question de la représentativité.
les Français ont bien compris que quand vous avez 48% des Français à l'élection présidentielle de 2017 qui ne votent pas Macron et qui sont représentés uniquement par 8% des sièges au sein de l'Assemblée nationale, vous pensez bien que ce qu'on appelle la démocratie représentative n'est plus représentative que d'elle-même, c'est-à-dire de personne. Et donc, il y a une espèce de révolte de la part d'un peuple qui n'est plus représenté par ces institutions. On savait qu'il ne l'était plus par le pouvoir exécutif. Enfin, à part Édouard Philippe, qui connaît les ministres ? Personne ne connaît ces ministres. On parle beaucoup de la représentativité de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du pouvoir législatif, mais le pouvoir exécutif, c'est encore pire. Qui connaît la ministre des Armées ? Qui connaît la ministre du Travail ? De la Santé, aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui, si, parce qu'il y a la crise du coronavirus, donc par la force des choses, on le connaît. Mais avant... Voilà, donc c'est un ministre. Donc si vous voulez, il y a la question de la représentativité des institutions, enfin de toutes les institutions, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Quant à Emmanuel Macron lui-même, on voit bien qu'il ne représente pas non plus les Français, puisque les seules fois où il parle des Français, c'est pour nous parler des illettrés, des analphabètes, des gens qui ne sont rien. Donc non seulement il ne les représente pas, mais en plus il les insulte. Donc les Français ne se sentent pas représentés, d'où une des revendications des Gilets jaunes, qui consiste à dire « nous voulons être représentés ». Alors, dans le cadre actuel, ce n'est pas possible. Par contre, il faut que le peuple les voie au chapitre. C'est le référendum d'initiative citoyenne réclamé par les Gilets jaunes. Enfin, la troisième grande revendication des Gilets jaunes, c'est évidemment le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez une pauvreté massive en France. La pauvreté, d'ailleurs, n'est pas là où on le croit. Ce n'est pas en Seine-Saint-Denis, par exemple, ou dans les banlieues urbaines, que vous avez la plus grande pauvreté, parce qu'en réalité, ces banlieues urbaines, qu'on le veuille ou non, sont quand même prises en charge largement par l'État. L'État dépense dans un département comme la Seine-Saint-Denis pratiquement un tiers de plus que ce qu'il dépense en moyenne sur le territoire national. En revanche, qui parle de la misère rurale ? Qui parle de la misère de nos campagnes ? Qui parle de nos agriculteurs qui sont tellement miséreux qu'ils en viennent à se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à vivre des fruits de leur travail ? Qui parle de zones entières, de zones blanches, comme on en a ici, qui ne sont pas couvertes par Internet. On ne peut pas se connecter, on ne peut même pas appeler avec un téléphone portable. C'est ça la vraie misère. Et donc en fait, le mouvement des Gilets jaunes des débuts était principalement un mouvement de la France périphérique. C'est-à-dire il était très présent sur les ronds-points de la France périphérique, assez peu présent à Paris, sauf à l'occasion de la remontée de la France rurale qui va porter ses revendications à Paris. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que à cette occasion, le pouvoir macroniste a sorti les blindés de la gendarmerie, a mobilisé 80 000 forces de l'ordre contre son propre peuple, là où dans les banlieues où ça deal, où ça tue, où ça canarde du policier à la chevrotine, parfois à l'arme de poing, ordre est donné aux flics quand ils s'y déplacent, parce qu'ils n'y vont pas tout le temps, de rester l'arbre au pied. Et là, on découvre la véritable nature du pouvoir qui nous gouverne. C'est un pouvoir qui n'est pas pour celui du peuple français central, c'est un pouvoir antinational qui va toujours sortir la force et la coercition vis-à-vis de son propre peuple quand il va tout autoriser aux autres. Vous êtes d'accord avec le fait que Jean-Claude Michéa dit que dans les semaines qui ont suivi le premier mouvement des Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes, c'est-à-dire la France périphérique telle que les votes Guillouis, est rentrée chez elle? Non. Alors, le vrai mouvement des Gilets jaunes, il s'est éteint au mois de février 2019, c'est-à-dire après la deuxième annonce de Macron de distribuer un certain nombre de milliards. Attention, je ne dis pas que cette politique budgétaire qui consiste à distribuer des milliards a à elle-même éteint l'incendie social. C'est-à-dire que la théorie qu'on entend, c'est que la politique d'Emmanuel Macron a allumé un incendie social que sa politique budgétaire a éteinte. Ça n'est que partiellement vrai. C'est-à-dire que Victor Hugo disait, la démocratie, ça consiste à remplacer le couteau par le bulletin de vote. Donc en fait, la colère sociale qui s'est dégonflée, elle s'est dégonflée à la faveur du scrutin européen. C'est-à-dire que comme le pouvoir macroniste a refusé de dissoudre l'Assemblée nationale, il a refusé d'organiser un vote, une nouvelle élection législative pour rendre l'Assemblée nationale plus représentative qu'elle ne l'était, en réalité, le mouvement des Gilets jaunes a été absorbé par l'élection européenne qui a été du coup transformée en une sorte de référendum pour ou contre Macron. La victoire du Rassemblement national
à ces élections européennes, encore une fois, malgré la mobilisation sans précédent de toutes les institutions du pouvoir, à commencer par le président de la République, est le symbole que le mouvement des Gilets jaunes était principalement acquis au Rassemblement national, qu'ils attendaient, ce mouvement des Gilets jaunes, qu'on dissolve l'Assemblée nationale, au moins qu'on instaure le RIC, au moins, et ça s'est pas fait, on a accordé une seule chose, c'est un tout petit peu de mou sur le pouvoir d'achat, qui était effectivement l'une des revendications du mouvement des Gilets jaunes, mais toutes les autres n'ont pas été satisfaites. Et donc en fait, le vote européen a absorbé la colère sociale en permettant au Rassemblement national d'arriver en tête. Du coup, le mouvement des Gilets jaunes a ensuite périclité, c'est-à-dire qu'en fait les vrais Gilets jaunes des départs ont compris que de toute façon ils n'obtiendraient plus rien d'autre, sans compter l'instrumentalisation des violences par le pouvoir pour dégoûter les gens d'aller manifester, que ce soit en laissant faire les Black Blocs pour saccager les Champs-Élysées, pour que les télés puissent filmer et jeter le discrédit sur le mouvement, que ce soit sur les Gilets jaunes qui ont été éborgnés, estropiés, etc. Vous ajoutez tout ce cocktail et effectivement le mouvement des Gilets jaunes dès début a été partiellement absorbé par le vote européen, partiellement découragé de manifester par l'instrumentalisation de la violence par le pouvoir, et récupéré pour ce qu'il en reste, c'est-à-dire les dernières bribes, effectivement, par une extrême gauche qui, rappelons-le, était extrêmement sceptique, pour ne pas dire hostile, au départ du mouvement des Gilets jaunes. Quand on reprend, alors ils ont d'excellents community managers qui ont effacé tous les messages, mais il faut relire ce que disait Clémentine Autain, il faut relire ce que disaient les Corbière, etc. Au début du mouvement des Gilets jaunes, ils parlaient quasiment du ventre fécond de la bête immonde. Ce n'est qu'ensuite, bien après, qu'ils ont sympathisé, qu'ils ont trouvé le mouvement sympathique. Mais le mouvement, quand il était majoritairement blanc, passez-moi l'expression, au tout début, ça n'attirait pas du tout l'extrême gauche. L'extrême gauche a récupéré les bribes finales, effectivement. En fait, les derniers samedis de manifestation des Gilets jaunes, ce ne sont plus des Gilets jaunes, ce sont des rouges déguisés en jaune. Donc une question qui est un petit peu dans le prolongement de ce que vous disiez, à savoir qu'on a utilisé contre les Gilets jaunes des moyens qu'on n'utilise pas pour régler le problème des quartiers. Une question un peu plus punchy, qui est la suivante. Comment régler ce problème des territoires perdus de la République ? Est-ce que vous pensez, lorsque vous serez au pouvoir, pouvoir utiliser une méthode comme par exemple celle décrite dans le bouclage de Volkov ? Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage. Donc, où pour un quartier d'une ville mythique, ils encerclent par l'armée et ils envoient les escadrons de police pour fouiller maison après maison. Et voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de cette méthode sur le plan politique ? Alors je n'irai peut-être pas jusque-là. Je pense que le système aujourd'hui, la réalité est parfaitement contrôlable par les forces de police et de gendarmerie. La question, encore une fois, il ne faut pas confondre l'impuissance politique et l'absence de moyens. Les moyens, nous les avons, encore une fois. Il suffit d'une volonté politique. Quand il s'est agi de briser le mouvement des Gilets jaunes en jetant les Français les uns contre les autres, c'est-à-dire les forces de l'ordre contre les Gilets jaunes, le pouvoir a su parfaitement le faire. Il a su parfaitement le faire. Donc ce qui est possible dans des circonstances particulières est possible dans d'autres circonstances. Il faut une volonté politique. Il est clair que le Rassemblement national, lorsqu'il sera au pouvoir, sera intraitable avec les zones de non-droit. Parce que ce ne sont plus d'ailleurs des zones de non-droit, ce sont devenues des zones de non-France. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure dans mon discours, nous ferons en sorte de rétablir la France partout sur le territoire français, ce qui est quand même logique. Voilà. Et donc, nous allons avoir une politique d'une fermeté absolue vis-à-vis de la criminalité dans les quartiers. Nous allons entamer non pas des quartiers, des zones de reconquête républicaine, ça sera des zones de reconquête tout court. Voilà. Donc ça, il faut une volonté politique clairement affichée pour y arriver. C'est sûr que la mièvrerie actuelle, qui consiste à chaque fois qu'on envoie un flic dans un quartier, à chaque fois qu'on lui donne un ordre, de lui dire « fais attention parce que si tu vas trop loin, t'es raciste », et donc ça revient à chaque fois que les flics font leur boulot, eh bien, ils se reçoivent des procès dans la gueule, des inspections de l'IGPN dans la gueule, etc. Ça ne donne pas envie aux policiers de faire leur travail, bien sûr, voilà. Et donc il faut établir par exemple la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, qui entraîne les forces de l'ordre, effectivement, on parle quand même d'agents assermentés, ce sont des fonctionnaires de l'État assermentés, eh bien, lorsqu'ils font usage de leurs armes, vous savez, moi je connais beaucoup de policiers, ils ne font pas usage de leurs armes par plaisir, ils font usage de leurs armes quand ils sont obligés de le faire. Donc je ne vois pas pourquoi, dans les fois où un flic est acculé
à sortir son arme de service, pourquoi est-ce qu'à lui on va demander des comptes? Il faut demander des comptes à celui qui le pousse à sortir son arme. C'est quand même beaucoup plus logique, c'est le bon sens. Voilà. Et donc, l'affaire est une affaire de volonté politique. Vous auriez une armée d'1 million de personnes avec à la tête de l'État quelqu'un qui hésite, qui a peur. Votre armée d'1 million de personnes ne servirait pas pour plus à reprendre le contrôle du territoire français. Mais par contre, vous auriez une toute petite structure dotée d'une très grande volonté, vous feriez beaucoup plus qu'avec beaucoup de moyens et très peu de volonté. Vous êtes un des porte-parole les plus toniques du Rassemblement national, ce qui vous vaut d'être souvent invité sur les plateaux. Pensez-vous que les médias sont en train de sentir le vent tourner? Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut y voir donc une hirondelle qui ferait le printemps? La réalité, c'est que le printemps est déjà là. On attend juste l'été maintenant. Alors, une autre question un peu plus humoristique, si vous le permettez. Vous avez une affection particulière pour Yacine Bellatar, qui vous a traité de chameau. Et vous avez contribué avec Éric Zemmour à démasquer ce pseudo-humoriste, puisqu'il a eu un débat avec Yacine Bellatar dans lequel il l'a bien étrillé. Comment expliquez-vous cette obsession raciste, voire racialiste, de nos adversaires? Nos adversaires, dans leur combat, si vous voulez, dans leur combat antiraciste, ils ont un schéma qui a toujours marché depuis 40 ans. C'est-à-dire que le raciste est issu du peuple historique, donc le mâle blanc de 50 ans, pour faire vite, comme diraient les macronistes. Et de l'autre côté, la victime est nécessairement un membre d'une minorité ethnique. Un Français, un Maghrébin, un Subsaharien, etc. Donc dans cette configuration-là, le stratagème fonctionne parfaitement. On a d'un côté un mâle blanc de 50 ans qui est raciste, et la victime, c'est un Maghrébin ou un Africain. Problème. Lorsque celui qui représente, celui qui est censé être la victime, et qui est un Français assimilé, donc du coup il se met du côté du mâle blanc de 50 ans, là, le système commence à dérailler complètement. C'est-à-dire il y a une espèce de bug, ça ne fonctionne plus comme ça. Le schéma qui a parfaitement fonctionné pendant 40 ans avec la victime idéale et le coupable idéal, ou en tout cas le coupable et la victime préconçus, préétablis, lorsque la réalité rebat les cartes en quelque sorte pour faire en sorte que celui qui représente la France est un Français assimilé qui a exactement la même gueule que celui qui est supposé être une victime, là, ça part complètement en vrille. Et donc du coup, on découvre qu'en réalité, ce système dit antiraciste n'a pas du tout pour but de combattre le racisme. Il avait pendant 40 ans pour but de combattre la France. Tant et si bien qu'il déraille tellement lorsque cette réalité, lorsque les cartes sont brouillées, qu'il se met à attaquer le Français assimilé sur ses origines. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait que l'antiracisme n'est qu'un racisme déguisé. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque le cas de Bellatar ne m'intéresse pas, parce que c'est. Alors on pourrait en parler, parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures, c'est que Bellatar se prévaut d'être un humoriste. Et donc sous couvert de l'humour, tout est autorisé. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Charlie Hebdo, qui a poussé très loin dans l'outrance, il s'est pris 150 procès dans la figure, il n'en a perdu aucun, parce que c'est toujours, non, on est dans la dérision, et donc on a le droit de rien dire et de rien faire. Et Bellatar est dans le même truc, c'est un humoriste, il est inscrit aux intermittents du spectacle, et donc tout sous couvert d'humour passe. C'est exactement comme le rap, ces rappeurs orduriers qui chantent leur haine de la France, qui veulent assassiner des Blancs, qui veulent tuer leurs enfants, qui veulent violer leurs femmes, qui veulent mettre une balle dans la tête à Pascal Praud, comme le chante récemment un groupe de rap, un chanteur de la racaille islamisée, Mohamed de je sais plus quoi. Ils ont droit. Ça s'appelle de l'art. Mais par contre, imagine-t-on un rap ou de l'art qui disent du mal de l'islam, ou qui disent du mal des Noirs, ou qui disent du mal des Arabes. Est-ce que l'artiste en question, qu'il soit un humoriste ou un chanteur, pourrait dans ce cas de figure se prévaloir d'être un artiste? Vous dire j'ai le droit de me moquer de tout ça? Ah bah non, là ça serait raciste tout d'un coup. Donc
là encore, attention, parce que le cas de Béla Tarr, il est sympa pour le système, parce qu'il s'agit d'attaquer la France et les Français. Mais si on imagine l'art et l'humour dirigés contre les minorités, là, ça devient du racisme. Donc, c'est pas du tout la même jurisprudence, d'accord ? Par contre, ce qui est beaucoup plus problématique, une fois l'humour évacué, et le 2 poids 2 mesures de l'humour évacué, ce qui, moi, me pose problème, c'est la récupération qu'a faite SOS Racisme de l'humour de Béla Tarr. Et je dois dire que, voilà, moi, j'ai entendu le discours de Béla Tarr qui me traite... Alors, chameau, déjà, c'est pas très sympa, mais qui me traite de bougnoule, comme ça, à l'air de rien. J'aurais dit la moitié de ça, mais je m'en serais pris plein. Le Rassemblement national est raciste, regardez. Là, rien. Tout le monde se marre. Tout le monde se marre. Et donc, spontanément, sur Twitter, je dis « Allô, SOS Racisme, allô la LICRA, je suis d'origine étrangère et je suis en train d'être traité de bougnoule et de chameau par Yacine Béla Tarr. Est-ce que vous voulez vous constituer partie civile avec moi pour porter plainte contre lui ?» Et là, bon, je ne m'attendais pas à une réponse parce qu'évidemment, ça aurait été se démasquer. Quelle n'a pas été ma surprise de voir en réponse un tweet de Dominique Sopo, pas le mec lambda d'SOS Racisme, Dominique Sopo qui est le président de SOS Racisme, reprendre mon tweet où je l'appelle à l'aide pour m'écrire « Cher Jean Messia, la LICRA s'associe volontiers avec SOS Racisme pour se constituer partie civile à vos côtés, parce qu'il est vrai que vous comparer à un chameau est une comparaison particulièrement dégradante pour les chameaux. » Et donc, en conséquence de quoi ? Parce que là, autant Béla Tarr, il dit ce qu'il veut, sous couvert d'humour, lui, il a le droit, mais que je sache, Dominique Sopo, il n'est pas inscrit aux intermittents du spectacle. C'est un type qui est président d'une association qui est gavée de subventions publiques et dont l'objet social est de lutter contre le racisme. Alors donc pour lui, il y a le bon racisme et le mauvais racisme. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et donc j'ai décidé de porter plainte, et je vous le dis, la plainte a été déposée par mon avocat, j'ai décidé de porter plainte contre SOS Racisme pour racisme. Vous connaissez bien l'islam, justement par vos origines, et vous comprenez l'arabe. Pensez-vous que l'islam soit compatible avec notre civilisation ? Première question. Deuxième question, le problème de l'islam n'est-il pas essentiellement la charia, système juridique totalement incompatible, et je pèse mes mots, avec notre système juridique. Il ne peut y avoir que des affrontements. Donc ce problème est relativement insoluble, sauf à peut-être soit interdire l'islam, soit lui demander d'abandonner la charia. En fait, votre question, c'est de me faire répondre sur l'islam est-il compatible avec la République ? L'islam, oui, alors au risque de vous surprendre, l'islam est compatible avec la République, mais il n'est pas compatible avec la France. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que, encore une fois, la République, si elle n'est pas française, elle n'est rien. Vous pouvez tout mettre à l'intérieur de République, y compris une dose d'islam, pourquoi pas, et des républiques islamiques, qui sont complètement islamiques pour le coup. Donc, moi, je ne me bats pas pour les valeurs de la République, je me bats pour les valeurs de la France, dont la République est une expression, mais qui n'est pas la seule, parce que la France, encore une fois, n'a pas démarré en 1789. La France est quelque chose qui intègre, mais dépasse la République. D'accord ? Donc aujourd'hui, moi je dis que l'islam n'est pas... Si l'islam est une religion, et j'ai eu l'occasion d'en débattre avec des jeunes musulmans que j'ai rencontrés hier soir, si l'islam n'est qu'une religion qu'ils pratiquent comme les autres religions dans la sphère de leur intimité personnelle, moi j'ai pas de problème avec ça, que chacun pratique son culte chez lui, dans son lieu de prière, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai un problème avec les gens qui portent leur origine et leur religion en bandoulière dans une démarche de conquête. Vous voyez ? Ça, j'ai un problème avec ça, parce que moi, par exemple, j'ai des origines aussi. Et je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'origine orientale, ma langue maternelle n'est pas le français, je ne suis pas catholique, je suis orthodoxe, je ne fête pas Noël au même titre, au même moment que la France, mais tout ça, moi, je le pratique dans mon intimité. Je n'ai jamais emmerdé la France avec mes origines, avec mes particularismes. D'accord ? Si vous êtes dans un pays, il faut vous comporter, encore une fois, comme
les citoyens de ce pays. Si votre religion comporte une composante d'organisation sociale, d'organisation familiale, d'organisation de la vie de tous les jours, à la fois la prière, les repas, etc., eh ben, c'est pas compatible avec la France, parce qu'il se trouve qu'en France, nous avons déjà une organisation sociale, nous avons déjà un code familial, nous avons déjà une loi et des valeurs sur les... Si il y a concurrence entre notre identité et des identités étrangères, l'identité étrangère en France doit se plier à la volonté française. Rester dans des zones grises notre propre identité. C'est-à-dire que, encore une fois, nous n'obligeons personne à rester en France. Si certains estiment que c'est beaucoup trop dur d'être un musulman de la tête aux pieds et de pratiquer totalement la religion musulmane, y compris dans la vie de tous les jours, si c'est très compliqué à pratiquer ça en France, mais qu'à cela ne tienne, la France ne deviendra jamais musulmane. Et donc s'ils veulent vivre l'islam profondément de A à Z dans toutes ses acceptions, et s'ils veulent un pays qui respecte de A à Z l'ensemble des prescriptions islamiques, ces pays existent déjà. C'est les pays musulmans, c'est pas la France. La charia est incompatible avec la France et elle est même incompatible avec la République, parce que la République, qu'on le veuille ou non, elle a quand même déjà des valeurs législatives, etc., qui ne sont pas la charia. Moi, la première question que je souhaitais vous poser est une question de fond, n'est-ce pas ? Une question qui a trait finalement au discours que vous avez tenu tout à l'heure concernant la reproduction, la maintenance, la continuité, la survie, etc. de l'identité nationale. Pour laquelle j'ai au demeurant une sorte de réserve, puisque je crois à l'identité occitane, je crois à l'identité bretonne, je crois à l'identité vasconne, je crois à différentes identités, et je ne crois pas à l'identité nationale, qui n'est jamais qu'une identité administrative. Mais la question que je voudrais vous poser premièrement est celle de la disparition, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de Simone Veil, la philosophe, hein, pas la ministre bien entendu, qui évoquait la création de l'Empire romain et qui évoquait le fait que cet Empire romain s'était créé sur la disparition de différentes civilisations. Est-ce que vous ne pensez pas que le premier débat que nous sommes tenus d'avoir est celui de la disparition de nos civilisations respectives au profit de la mondialisation capitaliste ? En fait, tous les sujets sont censés être les mêmes et consommer les mêmes produits, et c'est finalement ce à quoi nous sommes confrontés depuis quelques décennies. Et à ce propos, la question que je pose aux responsables que vous êtes du Rassemblement national, c'est finalement, quel est le programme économique qui est le vôtre derrière tout cela, et quelle est l'issue économique que vous proposez à cette situation de mondialisation ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Les deux premières me semblent d'ailleurs contradictoires, puisque d'un côté, vous soulignez d'après vous, il n'existe pas d'identité nationale, ou en tout cas, l'identité nationale se réduirait, d'après vous, à une agrégation d'identités locales, ce qui est vrai, mais vous avez en fait une double acception de l'identité. C'est-à-dire que l'identité est à la fois une acception microéconomique, si je puis dire, c'est l'économiste qui vous parle, mais il y a aussi une acception macroéconomique. Le microéconomique, vous savez, on a quelque chose qui s'appelle le tout et la somme des parties. Donc effectivement, vous avez raison, l'identité nationale est irriguée par des identités locales très fortes qui contribuent à définir ce qu'est l'identité de la nation comme étant le regroupement ou en tout cas l'agglomération de l'ensemble de ces identités locales. Mais il y a un aspect, je dirais, holistique dans l'identité nationale, c'est-à-dire que l'identité française, c'est pas seulement l'agrégation des identités locales, il y a une couche supplémentaire qui ne peut être appréhendée que dans la globalité de l'approche identitaire française. C'est-à-dire qu'il y a une identité française qui ne se réduit pas à la simple agrégation des identités locales. Et c'est quelque chose qui a été construite. C'est un construit historique, c'est un construit culturel, c'est un construit identitaire. Mais l'identité française, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon discours, si l'identité française n'existait pas, si je vous suivais dans ce raisonnement, mais alors à quoi je me suis assimilé ? Vous me trouvez plutôt occitan, plutôt breton, plutôt alsacien, plutôt corse, plutôt auvergnat ? Non,
je suis français. Vous êtes un défenseur de la Révolution française et de ses massacres? Je ne suis pas je suis un défenseur de la France dans toute son histoire. Je suis d'accord pour dire que la France n'a pas commencé en 1789 comme le croient un certain nombre de gauchistes. Moi, je ne réduis pas la France à la République. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Le malheur de notre temps, c'est qu'on vous parle des valeurs de la République. Ça, c'est l'antienne matraquée ad nauseam par nos élites qui, à chaque fois que vous pensez différemment, on vous dit les valeurs de la République, mais sans jamais les définir, hein. On ne vous dit pas ce qu'il y a derrière les valeurs de la République. La République, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un contenant. Ça n'est pas un contenu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la République, c'est une forme d'organisation politique, mais qui peut être une république populaire, comme en Chine, qui peut être une république islamique, qui peut être une république socialiste. Donc en fait, la République en elle-même ne définit pas un pays. Si la République n'est pas française, elle n'est rien. Elle peut être tout. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on ne combat pas d'ailleurs l'islam conquérant par la République, on le combat avec la France. Parce qu'encore une fois, il existe des républiques islamiques. Donc il existe une identité française qui est très forte, qui est émoussée parce que l'identité française, elle a toujours été diffusée par le sommet de l'État, par les élites dirigeantes, de toujours. Et donc, évidemment, quand vous avez dans un pays ultra centralisé, malgré les lois de décentralisation et tout ce qui s'ensuit, la France reste quand même un pays très monarchiste, très jacobin dans son organisation. Je parle monarchiste et jacobin, bien sûr, sur le plan historique, se contredisent, mais administrativement, c'est la même logique. C'est-à-dire que ça part du centre et ça se diffuse vers les nervures administratives, locales, départementales, etc. Si au sommet de l'État, vous mettez des élites qui vous expliquent que l'identité française n'existe pas, eh bien la France se perd en réalité dans des divisions, dans des médiocrités. Et dans ce sens-là, la France a décapité son roi en 1793 et ça fait 2 siècles qu'en fait on court après. C'est-à-dire que si vous observez la France depuis 2 siècles, à chaque fois que le régime politique s'est rapproché d'une monarchie, la France a été un grand pays. À chaque fois que le régime politique s'est éloigné de la monarchie, on s'est perdu dans des querelles picrocolines, dans des médiocrités, dans la multiplication de baronnies locales, de querelles de clochers, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, le grand apport du gaullisme en 1958, le général de Gaulle aurait rêvé rétablir la monarchie, mais il ne pouvait pas. Et donc, on parle de monarque républicain. C'est-à-dire qu'en fait, le général de Gaulle avait parfaitement compris que la grandeur de la France passait par un régime politique qui, pour ne point être une monarchie, qui était impossible dans les circonstances, devait s'en rapprocher le plus possible. Et c'est pour ça que constitutionnellement, le président de la République française de la Constitution du 4 octobre 1958 est un monarque en réalité, avec l'onction du suffrage. Ça, c'est donc la première question. Oui, il existe une identité française qui ne se réduit pas aux identités locales. Encore faut-il que nous ayons à notre tête des élites au sommet de l'État qui la diffusent et qui rassemble la nation française plutôt que de cultiver ce qui la divise, ce qui est le cas aujourd'hui, pas seulement d'ailleurs entre identités autres, identités immigrées, mais également dans les régionalismes, parce que vous voyez que la dernière réforme territoriale qui a consisté à faire de grandes régions, elle a en réalité entraîné une division de la France dans des unités administratives suffisamment grosses pour pouvoir concurrencer l'État central. Et donc ça participe de la division de la France. S'agissant du programme économique, puisque c'est le deuxième volet de votre question, notre programme économique est très simple. En 2017, nous pensions que l'heure n'était pas encore venue pour tenter de réformer l'Europe de l'intérieur, parce que si Marine avait été élue présidente de la République en 2017, elle aurait été finalement la seule représentante d'un modèle identitaire et souverainiste autour de la table des négociations européennes. Et donc, on n'aurait jamais rien pu imposer, précisément parce que nous aurions eu la totalité de l'Europe contre nous. On voit bien que des choses ont changé depuis 2017. Certes, dans un certain nombre de pays, des partis amis sont arrivés au pouvoir, qui ne sont plus aujourd'hui comme l'Italie, par exemple, mais leurs électorats n'ont pas disparu. Et surtout, vous avez des minorités politiques qui n'existaient pas il y a 2 ans, comme Vox en Espagne, comme l'AfD en Allemagne, etc., qui de plus en plus arrivent dans les parlements nationaux européens. Donc nous sommes dans une phase de transition paradigmatique où un paradigme remplace un autre. Le paradigme néolibéral mondialiste est en train de partir progressivement et arrive progressivement
au pouvoir dans les assemblées et bientôt dans les exécutifs, eh bien, des pouvoirs qui appartiennent au nouveau monde des frontières, des identités, du volontarisme politique. Et donc, dans cette perspective, nous entendons rester à l'intérieur de l'Union européenne parce que le vent de l'histoire, en quelque sorte, nous offre la possibilité de refonder l'Europe de l'intérieur. Après tout, le projet communautaire, depuis les années 50, il a toujours été construit en fonction des majorités politiques du moment. Pourquoi la communauté européenne des années 60 ne ressemble pas à la communauté européenne des années 80 ? C'est que dans les années 60, vous aviez des pouvoirs qui étaient sur l'État-nation, sur la protection des frontières, sur la protection du marché européen. Au tournant des années 80, arrivent au pouvoir partout en Europe des majorités, on va dire, acquises au néolibéralisme, y compris des socialistes d'ailleurs. Ça a donné l'acte unique, le marché unique. Puis ensuite, on a, à partir des années 90, des majorités néolibérales au sens de l'orthodoxie monétaire, d'où le traité de Maastricht, d'où le rôle joué par la Banque centrale européenne sur la politique monétaire vis-à-vis de l'euro, etc. Donc on voit bien, en fait, la construction communautaire a toujours été poussée par la coloration politique du moment. Et à chaque fois, il y a eu des inflexions dans la construction communautaire faite par la politique qui gouverne l'Union européenne. Donc, ce qui a été possible hier sera possible demain. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'en sortir parce que nous nourrissons l'espoir de pouvoir refonder l'Union européenne en fonction du nouveau paradigme qui est en train d'arriver partout dans le monde. On n'exclut pas que la chose sera difficile, qu'il y aura évidemment des négociations un peu viriles, péchues à avoir, mais qui ne tentent rien à rien. Et de toute façon, le scénario de sortie, s'il devait, il est toujours sur la table, s'il devait s'avérer, on n'est pas contre. Mais je doute que nos partenaires de l'Union européenne puissent aller jusqu'à complètement abattre la construction communautaire uniquement pour nous refuser un certain nombre de demandes légitimes. Alors, je suis membre de Vox et vous savez que pour ce qui nous concerne, Vox, nous sommes infiniment favorables à la rupture avec l'Europe. Mais la question que je voulais vous poser n'est pas celle-là. En fait, je voulais vous raconter une petite anecdote à propos du régionalisme que vous semblez, comment dirais-je, je ne dirais pas dédaigner, mais minimiser. On m'a raconté, il n'y a pas très longtemps, c'était à Saint-Jean-de-Luz, qu'il y a un couple de, comment dirais-je, de gens émanant de l'Afrique du Nord, avec une dame qui est habillée, vous savez comment on le dit, désormais en burqa, qui arrive sur la plage et le monsieur, il a une casquette, vous savez, derrière la tête. Et il s'arrête sur la plage et la dame reste dans l'état où elle est et le monsieur se met en maillot de bain. Et les femmes vasconnes s'approchent, enlèvent leur soutien-gorge et disent « Nous, ça fait 20 ans que nous nous battons pour avoir le droit d'avoir le sein nu. Alors, ou tu te fous à poil, ou tu te casses. » Et là, la crainte que les uns et les autres avaient, c'est que les types bougent. Mais tout autour, il y avait des gens qui étaient des Basques. Et que s'est-il passé ? Eh bien, ils sont partis. Et ça, c'est ce que l'on observe en Pays Basque, et peut-être en certaines régions, dans certaines Vasconies, où nous maintenons une identité réelle et identitaire, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la France. Je vous exhorte à ne pas tomber dans le piège dressé par les adversaires de la France, qui ont cru trouver dans le régionalisme une sorte de moyen consensuel d'en finir avec la France par le bas. C'est-à-dire qu'en réalité, les régionalismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce que j'ai dit se suffit à lui-même d'une certaine façon, il n'est pas question pour moi ni de dénigrer, ni encore moins de nier les identités locales. Attention toutefois à ce que le système antinational qui dirige la France et qui veut donc en finir avec elle par le haut, à travers la construction fédérale, la construction européenne fédérale, mais aussi par le bas. Toutes les lois de décentralisation et d'autonomisation des territoires ne visent à rien d'autre en réalité qu'à fragmenter, à fracturer la France. Donc ne tombez pas dans le piège de nos adversaires qui consiste en louant et en exacerbant les identités régionales, finalement, à, comment dirais-je, trouver là un vecteur
de réalisation de leur plan antinational qui vise tout simplement à défranciser la France. Pour eux, c'est très pratique de dire « mais vous voyez, la France n'existe pas, puisqu'en fait, la France, c'est quoi? C'est les Auvergnats, c'est les Bretons, c'est les Alsaciens, c'est les Basques, etc. Il n'y a pas de France. » Et donc, en réalité, ils vont instrumentaliser les identités régionales comme d'un bélier pour défoncer les restes de l'identité nationale. Et donc, ne tombez pas dans ce piège. Garder l'idée d'identité locale, mais comme participant d'une identité dont elle s'irrigue, mais qui la dépasse, qui est l'identité nationale, dont elle s'irrigue, mais qui la dépasse, qui est l'identité nationale. Étant espagnol, je suis bien évidemment partisan de la régionalisation systématique et vous savez que pour nous, l'Espagne n'existe pas, elle n'est jamais que la sommation de différentes provinces et l'Aragon, la Castille, etc., ne sont jamais que des identités partielles qui contribuent à l'identité globale. Et l'identité globale, et là vous allez en être satisfait, c'est celle qui a contribué avec Ferdinand et Isabelle d'Aragon à réaffirmer l'identité nationale, et notamment l'identité chrétienne et européenne contre l'islam et le judaïsme. Alors vous avez raison, mais l'Espagne n'est pas la France. Et la France n'est pas l'Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas l'Italie. Là encore, vous faites exactement la même erreur sur les identités locales. Vous reproduisez l'erreur de nos adversaires, mais cette fois-ci au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Union européenne, elle est faite d'États-nations qui ont leurs particularités, qui ont leur identité spécifique forgée par des siècles d'histoire. La France est un pays monarchique et la Révolution, dans sa quête de la tête du roi, n'a été quelque part par la suite, avec Napoléon, avec De Gaulle, etc., la quête finalement que de garder ce qui a fait la France pendant 14 siècles, c'est-à-dire la monarchie. Si vous voulez, l'Allemagne, par exemple, a été longtemps un pays centralisé avec Bismarck, avec les différents Reichs. Aujourd'hui, c'est un pays fédéral. L'Italie a été conçue comme un pays fédéral. L'Espagne, après la dictature franquiste, a été conçue comme un pays fédéral. La France n'a jamais été une fédération, précisément parce que les identités locales sont en réalité des irrédentismes potentiels. C'est-à-dire que si vous levez la clé de voûte au sens architectural du terme, qu'est l'identité nationale, si vous enlevez cette clé de voûte, vous avez l'explosion d'irrédentismes, d'autonomismes régionaux. Et donc tout ce qui tient en fait cette exubérance d'identité régionale très forte en France, qui les transforme en énergie créatrice et prométhéenne, c'est la canalisation que permet l'identité nationale qui va être irriguée par l'ensemble de ces identités locales, mais qui vont être dépassées, en quelque sorte, sublimées, transfigurées en quelque chose de beaucoup plus national, c'est-à-dire une identité nationale. Donc attention, là encore, à ne pas tomber dans l'erreur faite par les européistes qui vous expliquent qu'en fait tous les pays européens ce ne sont que des États comme les États des États-Unis, c'est-à-dire que la France c'est le Massachusetts, l'Italie c'est la Californie, enfin bref, etc. Non, l'Union européenne est faite d'États-nations et comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs.